Avant de commencer cette présentation, on tenait à vous dire que, faut pas qu'on se désengage, mais en tous les cas, on vous met en garde sur le fait que tout ce que l'on va vous dire peut être soumis éventuellement à une modification dans les mois à venir. Sur les revenus fonciers, sur le crédit d'impôt, modernisation, du recouvrement, ce n'est pas vraiment des choses qui vont être modifiées. Sur les différents taux non plus qui vont être appliqués. Par contre, là, il pourrait y avoir des ajustements, c'est notamment sur tout ce qui est crédit et réduction d'impôt. Vous verrez qu'il y a des petites inégalités qui risquent d'être corrigées là dans les mois à venir. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, c'est une erreur. Je suis Benjamin Grebet et je suis directeur de la banque privée pour le département de la Somme au sein du Crédit Agricole Brie-Picardie. Et donc Antoine, je l'ai déjà présenté, qui est conseiller en gestion de patrimoine au sein de Crédit Agricole en ligne, la banque en ligne. Et donc Antoine a des clients qui sont des clients qui soit habitent très loin, qui sont expatriés, on va dire, soit des clients qui sont non résidents français, soit des clients qui n'habitent pas au sein de la caisse régionale. Pourquoi le prélèvement à la source? Alors, sur le prélèvement à la source, vous savez, il y a eu beaucoup de fantasmes dessus. On a dit d'abord, le prélèvement à la source, c'est quelque chose qui va permettre de ne pas avoir à payer d'impôts de manière brutale en fin d'année ou trimestriellement. Finalement, c'est quoi? C'est une mensualisation de l'impôt. Alors, vous allez me dire, la mensualisation de l'impôt, Monsieur Grebet, ça existe déjà. Je suis d'accord avec vous, ça existe déjà. Sur 10 mois, avec un rattrapage sur les 3 derniers mois, si vous aviez toutefois de l'impôt complémentaire à payer. Il faut se dire les choses, le prélèvement à la source, c'est aussi un excellent moyen de pouvoir capter l'impôt sans avoir besoin d'avoir passé par un service contentieux, puisque l'impôt sera prélevé directement à la source, c'est-à-dire soit sur les salaires, soit sur les retraites, soit sur les allocations chômage, soit sur les comptes bancaires pour ce qui concerne les revenus fonciers, soit pour les comptes bancaires également des contribuables pour ce qui concerne les BNC, les BIC et les bénéfices agricoles. Bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles. Ça, c'est ce qu'on appelle des acomptes contemporains. Les acomptes sont prélevés directement sur votre compte bancaire si vous êtes concerné. Alors que si c'est des salaires ou si c'est des retraites, par exemple, ça sera prélevé directement soit par votre employeur, soit par la caisse de retraite. Et puis surtout, je pense que c'est l'élément le plus intéressant finalement de la réforme, c'est la meilleure adaptabilité de l'impôt au changement de situation financière et familiale. Aujourd'hui, quand vous aviez un changement de situation, vous pouviez modifier vos acomptes si vous étiez prélevé par acompte, mais sinon vous n'aviez pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Vous continuez à être prélevé. Alors que là, s'il y a un changement de situation, vous pouvez le faire directement sur le site et vous avez le taux de prélèvement qui change automatiquement le mois suivant. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un élément extrêmement positif pour ceux qui changent de situation. Je prends un exemple simple. Vous partez en retraite en milieu d'année. Vous n'avez pas les mêmes revenus en retraite que les revenus salariés. Eh bien, vous pouvez automatiquement, sur le site internet d'impôt.gouv, modifier votre taux de prélèvement qui sera bien évidemment plus faible en fonction de votre rémunération. On va donc s'attarder un tout petit peu sur les revenus qui sont concernés par cette mesure du prélèvement à la source. Vous avez un schéma qui résume bien le propos. Sur la partie gauche, on a les revenus des salaires et assimilés. Donc là, pour faire simple, on a mis les quelques catégories de revenus, les salaires, les pensions de retraite, les indemnités journalières et les allocations chômage pour les plus importantes. Ça, comme l'a dit Benjamin, prélevé directement par le collecteur, l'employeur, la caisse de retraite ou Pôle emploi. Et donc, ce sera une retenue qui sera faite à la source, en sachant que le prélèvement est calculé par l'administration fiscale. Il y a une dichotomie importante dans ce document, c'est la partie droite, avec les revenus des indépendants et assimilés, bénéfices, les BIC, les BNC, les bénéfices agricoles, pour effectivement les commerçants, professions libérales et agriculteurs, au même titre que les revenus fonciers. Là, on sera dans le cadre d'un acompte qui sera mensuel ou trimestriel. Alors, l'acompte trimestriel sera sur demande. Donc, le contribuable pourra éventuellement demander à être sujet à l'acompte trimestriel. On a déjà à peu près les dates. On sait que l'acompte sera prélevé en février, en mai, en août et en novembre. Que cet acompte pourra également être modulé. Donc, dans des catégories socio-professionnelles où effectivement il peut y avoir une forte variation de revenus, citez par exemple un agriculteur qui subirait une chute des prix, chute des cours par exemple de produits céréaliers, ça pourrait être très impactant de pouvoir effectivement moduler son acompte en fonction des différentes situations. Et là, pour le coup, c'est prélevé directement sur le compte bancaire du client. Alors, on l'a vu, donc le PAS prend
prend deux formes, soit une retenue à la source mensuelle, soit un acompte, mensuel ou trimestriel. Chose très importante, a priori, le souhait était de décaler, enfin de supprimer le décalage en fonction de la prise en compte des revenus et de l'imposition. Finalement, vous voyez, le taux applicable du 1er janvier au 31 août, il correspondra au revenu de l'année N-2 et du 1er septembre au 31 décembre de l'année N-1. On a un calendrier fiscal dans un des slides suivants. Vous verrez, c'est un petit peu plus schématique, c'est un petit peu plus clair. On pourra redétailler ce point-là après. Le troisième point est un point qui est très important. Alors, je ne sais pas si tout le monde a déclaré ses impôts ou si ceux qui l'ont déclaré ont fait attention à ce point-là. Le taux du prélèvement à la source ne prend pas en compte les crédits et les réductions d'impôts. En fiscalité, vous avez notamment 3 dispositifs qui permettent de réduire l'impact fiscal. Vous avez la déduction. La déduction, elle vient à se calculer au moment de la déclaration de revenus. Donc c'est avant le calcul de l'imposition. C'est notamment les frais professionnels, les frais réels ou le versement sur un PERP. Ça, le taux du PAS le prend en considération. Donc c'est la partie déduction fiscale. Par contre, crédit et réduction d'impôt n'est pas intégré. Les crédits et réductions, pour faire simple, c'est une retenue sur le montant de l'imposition, à l'inverse de la déduction. Donc en fait, on vient à réduire le montant de l'imposition à payer. Par la réduction, alors la différence entre crédit et réduction, vous n'avez pas de récupération si tant est que la réduction est plus élevée que l'impôt à payer. C'est-à-dire que ça se neutralise. À la fin du compte, l'État ne vous rend aucun montant. Si on est dans un schéma de crédit d'impôt, là pour le coup, si vous avez un crédit d'impôt qui est plus élevé que l'impôt que vous avez à payer, le fisc vous fera un chèque ou un versement de la différence. Crédit d'impôt, vous avez notamment les crédits d'impôt pour la transition énergétique, les crédits d'impôt pour les travaux d'une manière assez large, ou les frais de droit de garde pour les enfants de moins de 6 ans, l'emploi à domicile. C'est très important, c'est quand vous déclarez votre impôt, vous allez avoir tous et toutes votre avis d'imposition avec le montant à payer. Ce montant-là tient bien compte des crédits et réductions d'impôt. Par contre, le taux du PAS qui vous est précisé, alors je ne sais pas si tout le monde l'a fait, vous verrez, il y a très peu de détails. Il faut être honnête qu'à part un taux, vous avez très peu de précision sur le fonctionnement. Et bien, si vous reconstituez votre revenu moyen et que vous le multipliez par ce taux et que vous projetez ce que vous allez payer sur un an, vous allez payer bien plus que votre impôt si vous êtes sujet à avoir des crédits ou des réductions d'impôt. Il faut le savoir, c'est un impact très important pour la trésorerie. En septembre, c'est pour l'instant la théorie, mais on estime que la théorie va se révéler exacte. En septembre, on régularise la situation et on vous rétrocède le montant éventuel du crédit ou de la réduction d'impôt. Mais en tous les cas, du 1er janvier au 31 août, vous allez devoir, en termes de trésorerie, payer comme si vous n'aviez aucune réduction ou aucun crédit d'impôt. Le taux du PAS peut également être modulé. Alors ça, on l'évoquait tout à l'heure, que ce soit pour le PAS prélevé directement sur les revenus et les salaires ou pour l'acompte, le fonctionnement est le même, en fonction d'un changement dans la vie du contribuable. Alors c'est des changements qui sont impactants fiscalement, le mariage, le décès, le PACS, le divorce, la naissance, l'adoption d'un enfant, tout ça, ça a un impact direct sur votre imposition. Vous pourrez demander une modulation. Alors la particularité, c'est qu'elle doit être demandée dans les 60 jours suivant l'événement et elle sera prise en compte dans les 3 mois par rapport au fisc. Et pour la modulation à la baisse, petite particularité, ils ont verrouillé quelque peu la demande. Il faut que ce soit au minimum 10% de baisse et ou 200 € par an minimum d'impôt en moins à payer. Sinon, effectivement, la modulation ne pourra pas être effective. Enfin, bon, vous voyez l'assiette de l'acompte. Là, on est sur le même schéma que sur le taux applicable. Toujours un décalage de 2 ans pour le début d'année, enfin, plus exactement même les 9 premiers mois de l'année. Et à la fin de l'année, septembre est une période charnière où on régularise et on repart sur une nouvelle fiscalité. On va le voir juste après. Alors, les revenus qui, pour le coup, ne sont pas concernés par le prélèvement à la source, les revenus de capitaux mobiliers, c'est, on va dire plus communément, c'est les revenus que vous tirez de vos placements financiers. Cela ne rentre pas dans le prélèvement à la source. Depuis le 1er janvier 2018, vous avez 2 choix. Soit un impact au PFU, prélèvement forfaitaire unique. Donc ça, c'est 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc retenez simplement que c'est un taux à 30%. Tout compris, peu importe votre tranche, vous pouvez effectivement choisir d'opter pour le PFU, enfin c'est même par défaut, pour les revenus de capitaux mobiliers.
Si vous voulez par contre être fiscalisé à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire intégrer ces revenus-là dans votre déclaration de revenus, vous pouvez en avoir le choix. La petite particularité, c'est tout ce qui concerne les dividendes, vous avez un abattement de 40%. Ça peut être intéressant à savoir si effectivement vous êtes dans ce cadre-là. Autres revenus non concernés par le PAS, les plus-values immobilières. Alors de toute façon, par défaut, c'est déjà un prélèvement à la source, puisque si vous vendez un bien, autre que résidence principale, parce que pour ce qui est résidence principale, il n'y a pas de fiscalité au moment de la cession. Si vous vendez un bien autre que résidence principale, résidence locative ou secondaire pour la plupart des cas, c'est directement le notaire qui prélève la fiscalité relative à la cession. En sachant que vous avez des abattements pour durée de détention, si vous possédez un bien depuis 22 ans, c'est exonération totale à l'impôt sur le revenu. Et si vous possédez un bien depuis plus de 30 ans, là, c'est une exonération au titre des prélèvements sociaux. Alors, il faut savoir qu'en fait, tous les ans, vous avez un montant d'abattement qui évolue. Donc, en gros, plus vous conservez le bien longtemps, plus votre impact fiscal sera moindre, voire nul, en ayant atteint les 22 ans ou les 30 ans en fonction de l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux. Petite particularité, pour le choix à l'IR, si certains veulent opter pour ce choix à l'IR pour X raisons en fonction d'une tranche qui sera éventuellement plus faible que les 12,8 intégrés dans le prélèvement forfaitaire unique, il faut juste savoir que cette option s'appliquera sur tous les revenus que vous avez. Vous ne pouvez pas dire les revenus de capitaux mobiliers, je veux qu'ils soient à l'IR, et les plus-values de cession de valeurs mobilières, je veux qu'elles soient au PFU. Vous aurez effectivement un choix qui sera global sur l'ensemble de vos revenus de cette nature. Deux autres revenus non concernés par le PAS, qu'on rencontre, je pense, un peu moins souvent, peut-être à part nous à l'agence de gestion à distance, mais c'est peut-être moins le cas aujourd'hui dans la salle. Les prélèvements sociaux afférents aux revenus d'activité et de remplacement de sources étrangères, au même titre que les indemnités versées et certaines rémunérations de sources françaises pour les non-résidents. Ces deux types de revenus sont donc non concernés par le prélèvement à la source. Les grandes étapes, donc je vous parlais tout à l'heure du calendrier, on va le voir un peu plus en détail. Au printemps 2018, effectivement on est en plein dedans, il vous reste quelques jours pour faire la déclaration, puisque je pense que on va voir la plupart d'entre nous qui sont assujettis à la déclaration en ligne, puisqu'effectivement pour être en version papier, c'est des cas qui se retrouvent de moins en moins. Déclaration de revenus, vous avez votre taux de prélèvement immédiatement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, il y a trop peu d'informations, à part de vous dire vous allez être assujetti à un taux de prélèvement de temps. Pas forcément d'explication complémentaire. Dès la déclaration, vous aurez le choix d'opter pour deux types de taux. Le taux individualisé. Alors, ce taux-là, c'est simplement si vous avez une forte disparité de revenus dans le foyer, vous avez une personne qui gagne 2 fois plus que l'autre, c'est simplement de rééquilibrer. Le taux sera proportionnel au montant des revenus. À la fin du compte, bien évidemment, vous paierez autant d'impôts que si vous êtes sur le taux de droit commun, c'est-à-dire le taux par défaut. Le taux par défaut, c'est simplement, on calcule un taux et il est appliqué à chacun des deux contribuables du foyer. Le taux individualisé, c'est de dire, je suis la personne qui génère le plus de revenus dans le foyer, je veux donc que mon taux soit plus fort proportionnellement parlant, comparativement à l'autre personne qui gagne moins. Encore une fois, ça c'est plus un équilibrage dans le foyer et c'est surtout dans des cas où vous avez une forte disparité entre les revenus. C'est un taux qui peut être effectivement confortable. Le taux non personnalisé, pour le coup, c'est ce qu'on appelle le taux neutre. Celui-ci, c'est si vous êtes dans un cas où vous ne voulez pas que le collecteur, c'est souvent l'employeur dans ce cadre-là, soit au courant de votre taux, parce que le taux conditionne quand même les montants de revenus que vous avez, revenus qui peuvent être d'ordre salarié et d'autres natures que ce soit. Vous pouvez opter pour un taux neutre, donc ça c'est un taux qui sera basique en fonction de votre revenu. Il faudra juste noter que si vous faites cette option-là, vous allez devoir tous les mois vous connecter sur le site des impôts, régulariser la différence entre le taux neutre et le taux réellement appliqué. À l'été, mise à disposition de l'avis d'imposition, ça ne change pas. On peut toujours opter pour le taux individualisé ou non personnalisé à partir de mi-juillet. Automne-hiver, l'administration fiscale envoie le taux à mon employeur. Je connais précisément, je connais déjà d'avant, mais je peux le voir affiché sur mon bulletin de salaire dès septembre. Donc ce taux-là est vraiment verrouillé. 1er janvier 2019, application. Donc là, ça y est, on est dans le vif du sujet. Le montant d'impôt, il est déduit automatiquement et visible sur la fiche de paye ou sur l'état de versement de retraite ou sur l'état d'indemnité de chômage, si tant est que c'est le cas. En avril-juin, déclaration de revenus.
Certains pensaient que le prélèvement à la source pouvait nous exonérer, nous contribuables, de faire une déclaration. Il faut bien qu'il y ait une base de calcul qui soit faite sur les revenus. Donc on continuera en milieu d'année à déclarer nos revenus de l'année précédente. En septembre, cette fameuse période charnière où, d'une part, l'administration fiscale va envoyer le nouveau taux au collecteur, et d'autre part, on devrait, mais je pense qu'effectivement ce sera le cas, récupérer les montants relatifs au crédit et réduction d'impôt, qui, ça, pour le coup, c'est certain, vont rester effectifs. Vous pourrez toujours avoir ces avantages-là. Par contre, vous ne pourrez pas les lisser dans les 9 premiers mois de l'année. Vous allez devoir supporter un taux qui soit équivalent dans une situation où vous n'aviez pas ce type d'avantage. Pour les indépendants et les titulaires de revenus fonciers, c'est sensiblement la même chose. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail à chaque fois, mais vous voyez, c'est printemps, déclaration de revenus, été, avis d'imposition. Le seul petit point qui est important à noter, c'est qu'en automne, votre option, alors quand on parle de l'option, c'est l'option à savoir acompte mensuel ou trimestriel. Ça, pour le coup, c'est bloqué sur l'année. C'est-à-dire que si vous choisissez en automne de prendre l'acompte trimestriel, vous serez sujet à cet acompte-là en 2019. Dès le 1er janvier, application à la source. Donc 15 janvier si vous êtes dans l'acompte mensuel et 15 février si vous êtes effectivement dans le prélèvement trimestriel. Avril-juin, pardon, vous faites votre déclaration de revenus de la même nature que vous le faites déjà actuellement. On va regarder les différents taux qui existent. Le taux calculé par l'administration fiscale, c'est ce que je vais appeler le taux de base qui vous est livré lorsque vous faites votre déclaration en ligne. Vous avez un taux qui vous est livré, on vous informe, on vous dit voilà, votre taux de prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019 sera de temps. Ce taux est unique pour chaque foyer fiscal, un couple par exemple, un foyer fiscal peut être composé de différentes personnes, mais pour un couple par exemple, c'est le cas, c'est le taux de droit commun, c'est ni plus ni moins que votre taux moyen d'imposition que vous aviez au préalable affiché sur votre avis d'imposition. Et puis ensuite on a le taux neutre. Le taux neutre, vous verrez, je vais vous l'expliquer par la suite, il va s'appliquer dans 2 cas principalement, soit pour de la confidentialité, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que votre employeur sache que vous avez des revenus fonciers par ailleurs, et donc avec un salaire modeste, que vous ayez un taux de prélèvement fort, ça voudrait dire que vous auriez par ailleurs des revenus fonciers par exemple qui sont extrêmement importants, ou si vous êtes primo-déclarant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de base de référence par rapport au calcul de votre taux d'imposition. Et dans ce cas-là, on applique automatiquement le taux neutre. C'est aussi le cas pour on va dire une condition particulière, qui sont les saisonniers par exemple. Les saisonniers, ils n'ont pas d'arriéré, je dirais, de retour en arrière sur des revenus qu'ils percevaient. C'est assez, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout constant. Donc automatiquement, on leur applique le taux neutre selon une grille et un barème que je vais vous montrer après. Et puis enfin, on a le taux individualisé. Le taux individualisé, lui, il vient gommer une autre inégalité. C'est l'inégalité entre monsieur et madame dans un couple, ou madame et madame, ou monsieur et monsieur maintenant, on peut le dire. Et donc, ça vient gommer, par exemple, madame qui gagnerait 4 000 € et monsieur qui gagnerait 2 000 €. S'ils avaient le même taux de prélèvement à la source appliqué, ça serait très inégal. Donc, on va appliquer un taux de prélèvement un peu plus fort pour madame et un taux de prélèvement un peu plus faible pour monsieur. Vous avez vu, je n'ai pas été misogyne, j'ai fait exprès de donner un salaire plus important pour madame. Ça ne sera pas le cas dans l'exemple, malheureusement, qu'on vous a fait ensuite. Alors, la fameuse grille du taux neutre, je vous l'applique ici. Voilà, vous pouvez la regarder, vous voyez. Hein. Donc, on parle bien de salaire mensuel. Donc, c'est un taux qui se base sur un salaire mensuel. Et comme l'a très bien dit Antoine, juste avant, on va dire le problème de ce taux, c'est qu'il y a une régularisation qui doit être faite par le contribuable le mois suivant la perception du revenu. Au plus tard, la fin du mois suivant la perception du revenu, directement de votre part à l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne va pas venir vous prélever. C'est vous qui versez. Et si vous ne versez pas, l'administration fiscale ne sera pas contente. Et quand l'administration fiscale n'est pas contente, elle vous met des pénalités. Donc vous voyez, c'est assez contraignant le taux neutre, mais si vous voulez préserver une certaine confidentialité vis-à-vis de votre employeur, notamment, ça peut être une bonne solution. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de différents taux. Au sein d'un couple, il peut y avoir, au sein d'un ménage, il peut y avoir plusieurs taux appliqués. Prenons l'exemple d'un taux de base de 7%. Voilà, on va prendre un exemple, c'est beaucoup plus simple comme ça. Un célibataire qui gagne 2 025 € par mois net peut se voir appliquer ce taux de base puisqu'on est pile poil dans la case concernée. Un couple
Alors, on va pas appeler ça un couple divorcé, on va appeler ça un couple remarié, puisque c'est plus le cas d'un couple remarié, qui a un salaire net mensuel de 2025 euros, des revenus fonciers de 500 euros par mois, et verse 500 euros par mois de pension alimentaire. Lui aussi sera concerné par ce taux de 7%. Vous voyez, on a une situation très différente, et pourtant, on a le même taux qui est appliqué. Et enfin, un couple avec un enfant qui gagne 2025 et 3000 euros aura également ce taux de 7%. Donc le taux ne veut finalement pas dire grand-chose, on ne va pas renseigner la situation familiale, puisqu'on peut avoir 3 cas très différents de situation familiale. Et on va aller même plus loin, c'est que dans un couple, il peut y avoir plusieurs taux différents. Si vous décidez, par exemple, un taux individualisé monsieur, madame, ça fait 2 taux. Un taux neutre pour un enfant majeur, éventuellement qui serait rattaché au foyer fiscal, ça fait 3, qui vient de prendre son premier job. Et puis, un taux de base pour les revenus communs, par exemple, les revenus fonciers. Donc ça, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir 4 taux qui sont appliqués au sein d'un même foyer. Je vais juste revenir sur le taux neutre. Le taux neutre, ce sont, par exemple, c'est un taux qui est appliqué pour les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, c'est ceux qui n'ont jamais déclaré au préalable. Les primo-déclarants, les nouveaux embauchés, se voient appliquer un taux neutre. C'est aussi pour préserver la confidentialité. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est très contraignant parce que si vous appliquez le taux neutre sur votre salaire, dont acte, sauf que si vous avez des revenus par ailleurs fonciers, il faut que vous les déclariez automatiquement tous les mois, le mois suivant la perception du revenu, à l'administration fiscale et payer l'impôt. Donc c'est vous-même qui calculez et qui voyez le delta à verser à l'administration fiscale et qui vous faites directement le virement. C'est vous qui faites directement le virement. Donc ça, c'est quand même assez contraignant. Et l'individualisation qui, lui, permet de gommer une inégalité entre monsieur, madame ou madame, madame. Prenons un exemple d'ailleurs sur ce point-là, un exemple totalement misogyne cette fois-ci. Et donc cet exemple se base sur un salaire de monsieur de 4 000 euros par mois et un salaire de madame de 2 000 euros par mois. Si nous prenons le cas d'un taux de base, calculé classiquement, chaque mois, il y a un prélèvement sur le salaire de monsieur avec un taux de base de 11,3%, qui est appliqué. Sur 4 000 euros, ça sera donc un prélèvement de 452 euros. Et sur le salaire de madame, un prélèvement de 11,3% aussi, puisque c'est un taux de base appliqué à tout le monde. Et ce taux de base entraînera donc un prélèvement de 226 euros. Au total, 678 euros de prélèvement pour le couple. Si on individualise, on met 13,5% pour monsieur, légèrement au-dessus du taux du foyer, et puis 6,9% pour madame, largement en dessous. On va s'apercevoir que le prélèvement pour monsieur est de 540 euros, donc supérieur aux 452 euros de tout à l'heure. Et puis pour madame, on sera en dessous, à 6,9%, à 138 euros versus 226 euros tout à l'heure. Le résultat elle-même, ça fait 678 euros dans les deux cas. Donc vous voyez, on va payer le même impôt, mais par contre, par salaire, par revenu concerné, on sera sur des taux différents. Ce qui permet d'éviter à madame d'avoir, par exemple, beaucoup moins d'argent à la fin du mois que monsieur. Voilà. Alors, je vais donc maintenant vous parler des principes de détermination du taux de prélèvement à la source, et notamment vous parler des réductions d'impôts. Alors, c'est un point très important, très important. Je vous ai dit tout à l'heure, et Antoine l'a repris très justement, le prélèvement à la source est calculé hors crédit d'impôt et hors réduction d'impôt. Ça veut dire que vous allez être prélevé sur votre salaire, sur votre retraite, sur vos BNC, sur vos BIC, sur vos BA, sur vos revenus fonciers, en dehors de tout crédit d'impôt et en dehors de toute réduction d'impôt. Alors vous allez me dire, Monsieur Grebet, quand est-ce qu'on va toucher notre crédit, notre réduction d'impôt? Vous allez le toucher, effectivement. Mais vous allez le toucher en une seule fois, en août-septembre de chaque année. Donc au lieu de le lisser finalement dans votre impôt habituel, vous allez le percevoir en une seule fois, une fois par an, en août ou septembre de chaque année. Donc ça, c'est, on va dire, la mauvaise nouvelle, parce que vous comprenez bien que certaines personnes qui n'étaient pas éligibles à l'impôt et qui ne payaient pas d'impôt aujourd'hui, avec le prélèvement, vont le payer. Certes, ils vont récupérer l'argent en une seule fois, mais il va falloir faire une avance de trésorerie pendant 8 mois. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette fameuse année blanche. Beaucoup dans les médias d'ailleurs. C'est un peu un raccourci de langage. Vous allez voir pourquoi. Parce que finalement, elle ne sera pas blanche, elle sera grise, peut-être même noire dans certains cas. Mais effectivement, l'année blanche a été justifiée dans les médias parce qu'on a dit on ne va pas être imposé sur nos revenus 2018, puisque jusque-là, vous aviez
les revenus 2017 qui étaient, eux, pris en compte pour le calcul de l'impôt 2018. Et dès le 1er janvier 2019, on est sujet à payer nos revenus qui sont, eux, calculés sur N-2 ou N-1, mais sur les revenus perçus en 2019. Donc il y avait effectivement, non pas une faille, mais une opportunité, enfin en tous les cas, beaucoup de contribuables l'ont vu comme tel, une opportunité de dire 2018, j'ai pas de revenus imposés, par le fameux système du CIMR. Alors le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, comme c'est noté, on évite double imposition en 2019 pour effectivement neutraliser les revenus perçus en 2018. Jusque-là, on se dit, c'est assez simple et ça peut être une opportunité. Vous doutez bien que l'État n'a pas laissé passer ce genre de choses, puisqu'on précise bien dans la ligne du dessous, mis en place pour neutraliser l'imposition des revenus non exceptionnels. Par définition, on entend donc qu'il peut y avoir des revenus qui sont exceptionnels. Encore une fois, c'est tout simple, c'est pour éviter que des personnes se disent « je vais déclarer beaucoup de revenus en 2018 », je suis indépendant, je vais me verser un bénéfice conséquent. Voilà, c'était pour éviter justement ces cas d'abus. Vous verrez après, pour des dispositifs comme le PERP également, ils ont aussi anticipé le contribuable qui se dit « je ne verse rien en 2018 parce que c'est une année blanche ». Donc c'est en ça où vous verrez qu'elle n'est malheureusement pas blanche du tout. Pour faire simple, revenus non exceptionnels, crédit d'impôt, on neutralise les revenus 2018. Encore une fois, non exceptionnels. Qu'est-ce qu'on entend par revenu exceptionnel? C'est tous les revenus qui, par définition, sortent d'un cadre, on va dire, logique. Alors, on en a les limites pour l'instant, enfin, on a l'impression de les avoir intégrées. Par exemple, pour les revenus des salariés et assimilés, un revenu exceptionnel, ça va être le déblocage du P2E, du plan épargne entreprise. Si on le débloque avant les 5 ans d'obligation, on sait qu'on a une fiscalité dans laquelle on est sujet d'y être, on est obligatoirement sujet à de la fiscalité. Toutes les personnes qui se sont dit année blanche 2018, parfait, je vais débloquer mon intéressement participation, malheureusement, c'est considéré comme un revenu exceptionnel. Indemnité de licenciement, cessation d'activité, prime exceptionnelle versée par l'employeur, c'est considéré comme un revenu exceptionnel. Donc, vous serez fiscalisé sur cette partie-là. Revenu des indépendants et assimilés. Imaginez bien, l'État a aussi tout anticipé pour qu'il n'y ait pas, bizarrement en 2018, des revenus qui soient très conséquents pour beaucoup de structures. Le CIMR sera calculé sur la meilleure année 2015, 2016, 2017. Donc on ne prendra pas pour l'instant le bénéfice 2018, parce qu'on va prendre en compte la meilleure des 3 années précédentes, sauf si en 2019 vous déclarez un bénéfice plus élevé que 2018, on prendra bien en compte 2018. Donc la mécanique, c'est simplement de savoir que s'il y avait une volonté à un instant T de dire « je déclare beaucoup », comme ça le crédit d'impôt vient à gommer mon imposition sur les bénéfices, malheureusement, l'État a anticipé ce genre de choses. Revenu foncier, on va dire un peu plus simple comme règle, tout ce qui est revenu foncier exceptionnel, ça équivaut à plus de 12 mois de revenus fonciers que vous percevez habituellement. En 2018, un locataire vous verse des arriérés sur des mois qui n'ont pas été payés en 2017, il vous les verse en 2018, c'est un revenu exceptionnel. Donc vous n'êtes pas sujet au crédit d'impôt. Un locataire vous verse des loyers d'avance, pas certain que ça arrive beaucoup, très honnêtement, mais si tant est que ce soit le cas, alors c'est marrant, il le précise dans les textes de loi, on se doute bien que ce n'est pas une situation qu'on rencontre tous les jours, mais c'est aussi considéré comme un revenu exceptionnel. Donc tout simplement, il n'y a pas réellement d'année blanche, puisque si on parle d'une année blanche, on peut considérer que c'est tous les revenus qui sont effectivement non fiscalisés par ce fameux crédit d'impôt, sauf que réellement, on a effectivement des particularités qui font que cette année n'est pas si blanche que ça. Donc, sur ce point-là, et là on va parler des revenus fonciers, il faut être extrêmement attentif. Extrêmement attentif parce que chaque cas va être très particulier. Ce que je vais vous dire sera peut-être pas en fait votre situation. Donc il faut absolument revenir vers votre conseiller en gestion de patrimoine, votre banquier privé, votre conseiller habituel pour échanger avec lui à propos de ce point, qui sont les revenus fonciers. Parce que c'est extrêmement complexe, vous allez voir,
et on va rester dessus un petit peu de temps. S'il y a des questions par la suite là-dessus, je veux bien rester le temps qu'il faut ce soir pour que vous puissiez comprendre au final comment vont fonctionner les systèmes de revenus fonciers dans la période transitoire que constitue la période 2018-2019 avec le CIMR. Alors, ce qu'il faut prendre comme base, c'est de se dire, pour les travaux acquittés en 2018, les travaux que vous réalisez cette année, ils seront intégralement déductibles pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018. C'est-à-dire que vous allez avoir un revenu net foncier 2018 qui va être perçu, et ces charges, ces travaux vont être imputables directement sur les revenus. Pour les travaux payés en 2019, ils seront déductibles uniquement à hauteur de la moyenne des travaux payés entre 2018 et 2019. Donc ça, c'est un premier point. Vous allez voir, on va prendre des exemples. Ce sera très parlant pour vous ensuite. La règle de calcul est cependant différente pour quelques cas. En cas de dépenses, notamment afférentes à des travaux d'urgence, rendus nécessaires par l'effet de la force majeure. Alors ça, c'est des beaux textes de loi. La toiture qui tombe chez votre locataire, bien évidemment, il faut la remplacer. La chaudière qui claque, il faut la remplacer. Ça, c'est la force majeure et vous devez la remplacer. Et donc là, dans ce cas-là précis, les règles ne s'appliquent pas, mais la déductibilité sera de 100% dans ce cas-là. En cas de dépenses afférentes aussi à des travaux d'urgence décidés par le syndic de copropriété. Si vous subissez finalement la dépense par le syndic de copropriété, vous ne l'avez pas décidé, à ce moment-là, vous pouvez en déduire 100%. Retenez sur les 2 points qu'il faut éviter les dépenses d'amélioration. Hein, on ne parle que de dépenses d'urgence. Les travaux effectués sur des immeubles acquis en 2019, fort heureusement, si vous faites des travaux en 2019 sur des immeubles que vous avez acquis en 2019, la déductibilité sera en totalité. On ne va pas s'amuser à vous dire, attendez, vous avez acquis un bien en 2019, on va en prendre en compte que 50% des travaux que vous allez réaliser dessus. Non, on va en prendre la totalité. Et dépenses afférentes à des immeubles classés. Alors, je ne sais pas s'il y a des cas dans la salle, des personnes qui investissent dans des immeubles classés monuments historiques en 2019, inscrits en 2019 avec des travaux réalisés en 2019 seront aussi concernés. Prenons des exemples pour que ce soit beaucoup plus parlant. Alors, on va prendre un exemple, premier exemple très simple, c'est de se dire, je fais des travaux en 2018 pour 3 000 €. Je n'ai pas de revenus fonciers en face. On va simplifier les choses, comme ça vous donnera vraiment une lecture très claire. En 2018, je fais 3 000 € de travaux dans un bien locatif sur lequel je n'ai pas de revenus pour l'instant. En 2019, je décide de ne pas en faire. Que va-t-il se passer? Eh bien, les charges prises en compte fiscalement seront de 3 000 € en 2018. Donc, la totalité des charges de travaux seront prises en compte en 2018. Et l'État, dans sa grande mansuétude, va vous octroyer la possibilité de déduire en 2019 50% de cette même dépense. C'est le fameux effet fiscal 150%. Fameux effet fiscal 150%, ça tourne un petit peu en ce moment. Si je fais des grosses dépenses de travaux en 2018, non seulement je vais les déduire en 2018 de mes revenus fonciers 2018, vous allez me dire ça sert à quoi? De toute façon, il y a le CIMR, on va me gommer mon impôt. Oui, mais sauf que la base, vous comprenez que si vous n'avez pas de foncier à payer, d'impôt foncier, votre base de taux de prélèvement va aussi se réduire. Donc on a un petit avantage quand même. Hein, donc là-dessus, il faut bien se dire, je vais défiscaliser la totalité, donc 100% en 2018, et je vais pouvoir appliquer du déficit foncier aussi à hauteur de 50% en 2019, ce qui est assez incroyable puisque vous réalisez les travaux en 2018 et en 2019, vous pouvez l'appliquer à hauteur de 50%. Donc c'est quand même pas mal. Donc en clair, si vous avez des gros travaux à effectuer, ne les faites pas en 2019, faites-les plutôt en 2018. Hein. Deuxième exemple. Je fais des travaux en 2018 à hauteur de 1 500 €. J'ai toujours pas de revenus fonciers. Hein. On prend un exemple simple. Ensuite, j'ai des travaux. Je décide de faire ça en 2 tranches. Finalement, je me dis, c'est peut-être une meilleure idée. Je vais pas faire 3 000 € d'un coup en 2018. Je vais faire 1 500 en 2018 et 1 500 en 2019 de travaux. Eh bien, dans ce cadre-là, on va prendre la moyenne des 2 années. La moyenne des 2 années qui sera appliquée en 2019 sur les revenus fonciers 2019, ça sera 1 500 €. Là, pour le coup, l'effet fiscal sera totalement neutre, puisque en 2019, quoi qu'il en soit, si vous étiez dans une année normale, vous auriez retiré aussi 1 500 € de déficit foncier. Exemple numéro 3, c'est la chose qu'il ne faut pas faire, on dit pas bien, c'est de ne pas faire de travaux en 2018, et puis de se dire en 2019, chouette, je vais faire plein de travaux en 2019, fini l'année blanche,
on y va, je vais repasser à 100%. Eh bien non, parce que vous voyez bien que la moyenne entre 2018 et 2019, ça sera 1 500 €, donc je ne pourrai déduire que 50% de mes travaux engagés en 2019. Donc là, c'est l'effet fiscal négatif. Donc vous voyez bien à travers ces 3 exemples très simples, mais qui peuvent vous donner déjà une sensibilité à votre situation et au choix que vous devez faire, c'est de se dire, j'ai un premier effet fiscal positif de 150%. Si je fais des travaux de manière assez importante, puisqu'il faut quand même que je crée du déficit foncier, je vous rappelle, en 2018. Et puis ensuite, j'ai un effet fiscal neutre sur moite-moite, 1500, 1500, et puis un effet fiscal négatif si je fais la totalité de mes travaux en 2019. On prend des exemples un peu plus complexes. Voilà, 2 exemples un peu plus complexes avec cette fois-ci des revenus fonciers. Donc c'est pour bien finaliser sur le mécanisme du CIMR et des revenus fonciers. Prenons un exemple en 2018 où vous avez touché 10 000 € de revenus bruts, voilà, de loyer, et vous avez engagé 8 000 € de travaux. Le résultat foncier, ici, sera de 2 000 €. Vous êtes d'accord? 10 000 moins 8 000, résultat foncier, bénéfice foncier, 2 000 €. Donc le revenu net foncier sera 2 000 €. Grâce au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, on efface l'impôt lié, et donc ce revenu est gommé, vous ne payez pas d'impôt dessus. Formidable. Pas de déduction sur 2018, puisque vous n'avez pas fait de déficit. Et le report déficitaire sur 2019 n'existe pas non plus, puisque vous n'avez pas fait de déficit. Que va-t-il se passer en 2019? Eh bien, en 2019, si on prend l'hypothèse que vous avez toujours 10 000 € de revenus bruts, mais que vous n'engagez pas de travaux en 2019, et que vous n'avez pas de charges, alors on prend le fait qu'il n'y ait pas de charges, ou qu'elles sont très minimes ou marginales, eh bien, on pourrait se dire, je vais avoir 10 000 € de revenus fonciers. Eh bien non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où on a investi sur des travaux en 2018, je dis investi sur des travaux parce que c'est vraiment le cas, en 2018, on va se voir bénéficier de 50% ici en travaux et charges de ce que j'ai acté comme travaux en 2018, donc en 2019. Donc ça veut dire que mon revenu foncier ne sera pas de 10 000 €, mais il sera de 6 000 €, donc sensiblement diminué pour l'imposition 2019. Vous voyez bien qu'à travers ça, il y a un effet fiscal de 100% ici, 50% ici, 150%. Je pense que c'est très clair à travers cet exemple. Deuxième exemple où là, on va avoir du déficit foncier. Vous allez voir que là, c'est encore plus intéressant si vous faites du déficit foncier et si vous investissez massivement dans des travaux en 2018. Prenons l'exemple où vous avez de gros revenus fonciers bruts de 50 000 € par an. Et vous avez décidé d'engager des travaux pour 80 000 €. Vous avez rénové une grande bâtisse complète avec plusieurs appartements dedans. Pas de charge, on prend isopérimètre au niveau des charges. Vous créez donc pour 2018 un déficit foncier de 30 000 €. 50 moins 80, 30 000 € de déficit foncier. Alors vous allez me dire, oui, mais l'année blanche, elle va tout gommer. Non, 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 l'année blanche ne va pas tout gommer. On a dit au début, on va prendre en compte les déductions au titre des revenus fonciers 2018. Donc, vous vous souvenez cette déduction de 10 700 € que vous avez lorsque vous engagez des travaux sur une année et que cela vous engendre un déficit foncier. Vous pouvez appliquer 10 700 € de déduction d'impôt sur vos revenus globaux. On va la retirer. Alors vous allez me dire, c'est la seule chose qu'on perd. Ok, celle-là, on la retire. Par contre, la différence entre 30 000 et 10 700, les 19 300, ne sont pas perdus. Pourquoi? Eh bien, ce report déficitaire, je peux l'appliquer sur les 10 années suivantes au maximum, sur l'ensemble de mes revenus fonciers. Et vous allez voir l'astuce totale. Si en 2019, vous avez toujours 50 000 € de revenus bruts, vous n'avez pas de travaux engagés, vous n'avez pas de charges, ces 50 000 € ici, il reste 50 000 €. Par contre, l'application des travaux de 50% de 80, je vais imputer 40 000 € de travaux, plus un report déficitaire de 19 300 €, c'est celui que j'ai appliqué ici. Et donc, au lieu de me retrouver avec un revenu foncier de 50 000 €, je me retrouve avec un déficit foncier de 9 300 €. L'effet est totalement magique. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit, s'il y a des gros travaux à faire, faites-les cette année. Faites-les cette année. Clause d'anti-optimisation pour les contribuables décalant les versements sur 2019. Donc là, l'État s'est dit, 2018, fameuse année blanche,
on risque effectivement d'avoir des personnes qui ne vont pas verser sur leur plan d'épargne retraite parce que forcément, il n'y aurait pas d'impact. Donc forcément, le gouvernement s'est dit, on ne va pas laisser passer ça. Il a mis une règle très simple. Si les cotisations versées en 2019 sont supérieures aux cotisations versées en 2018, qui elles-mêmes sont inférieures aux cotisations versées en 2017, alors les cotisations 2019 est égale à la moyenne des cotisations 2018 et 2019. Tout est très clair. Il y a interrogation à la sortie, parce que là, celle-ci, il faut un peu s'accrocher. Alors vous verrez, finalement, c'est pas si compliqué que ça avec des exemples. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à ce slide-là. Vous avez bien compris, l'idée, c'est d'éviter que les contribuables ne versent pas sur leur plan d'épargne retraite en 2018. Donc forcément, ils ont mis cette règle qui est très barbare, mais qui se comprend beaucoup plus avec les cas. On va prendre le premier cas. Un contribuable verse en 2017 8 000 €, décide de moins verser. La mécanique aurait été la même s'il n'avait pas versé du tout, mais il y a effectivement en 2018 un versement qui est moindre à 2017 et qui est également moindre par rapport à 2019. C'était ça la longue phrase qui a été effectivement citée. C'était de dire, dans un cas où la personne ne verse pas en 2018 autant que les années précédentes et suivantes, là, dans ces cas-là, le montant déductible du revenu net global de l'année n'est pas de 10 000 €, ce qui aura été réellement versé en 2019, mais de la moyenne des 2 années précédentes. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, si en 2018, vous versez moins que 2017 et que 2019, votre montant déductible ne sera pas celui versé en 2019, mais on prendra la moyenne de 2018 et 2019. Donc là, dans ce cadre-là, le contribuable a versé 10 000, il peut déduire de son revenu net global que 6 000. Donc pareil, conseil tout bête, ne jouez pas à ne pas verser sur votre plan d'épargne retraite en 2018. En l'occurrence, quand on voit les 2 cas suivants, pas de problème. Dans le cas numéro 2, on verse exactement la même chose tous les ans. Il n'y a pas d'application de la moyenne, puisque dans ce cadre-là, on voit bien que 2018 n'est pas inférieur à 2017 et également inférieur à 2019, ce qui était effectivement la règle. Et dans le cas numéro 3, on verse d'une manière progressive. Pas de souci. On a bien versé 10 000 € en 2019 dans le cas numéro 3. On peut appliquer 10 000 €. Dans le cas numéro 1, on a versé 10 000 € et on ne peut réellement déduire de son montant de revenu net global que la somme de 6 000. En résumé, n'ayez pas en tête de ne pas verser sur un plan d'épargne retraite en 2018, puisque en 2019, si pour le coup vous versez, vous allez vous faire retoquer à la hauteur de la moyenne des 2 années. Est-ce que ça va? Bon, c'est déjà un bon point. On fait une dernière diapositive sur l'année de transition par rapport au dispositif Pinel. Je ne sais pas si dans la salle, certains sont sujets à ce dispositif-là, qui est aussi source d'interrogation, mais je vais dire un petit peu comme tout élément propre à la fiscalité, surtout en ce moment. On a fait un comparatif sans prélèvement à la source et avec cette fameuse année blanche. Et là, on se rend compte que finalement, ça peut être intéressant dans ce cadre-là par rapport à l'année blanche, j'entends. Cas très simple, on a déclaré des revenus en 2018, on a un impôt qui est estimé à 1 000 €, on a une réduction d'impôt Pinel qui est de 900 €, l'impôt à payer, c'est facile, c'est basique, 100 €. Jusque-là, tout va bien. L'année blanche, même schéma, on a des impôts à payer à hauteur de 1 000 € par rapport au salaire qu'on a perçu en 2018, on a toujours cette réduction Pinel de 900. Par contre, le fameux CIMR va gommer la fiscalité en 2018, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au mécanisme du crédit d'impôt. Donc il n'y aura rien à payer en 2018. Et là, l'État, une fois n'est pas coutume, dans sa grande bonté, vous remboursera la somme de 900 €. Même si c'est une réduction d'impôt, par définition, une réduction ne peut pas donner lieu à une restitution. Dans ce cadre-là, comme on a une fiscalité qui est neutralisée par le crédit d'impôt, on a effectivement, on va pas dire un retour sur investissement, mais on a en tous les cas un remboursement par l'administration fiscale à hauteur de 900 €.